Oui, quand je disais pas régulière, dans ma vidéo de présentation, je pensais pas à ce point-là. Oui, ça fait 6 mois que j'ai pas posté de vidéo. Mais, aujourd'hui je me rattrape. Enfin, je vais essayer de me rattraper et à partir d'aujourd'hui je vais essayer d'être plus régulière parce que j'ai trouvé déjà une méthode pour pouvoir filmer bien comme il faut. Alléluia. J'ai fait un beau fond avec un fond voilà potable on va dire, comparé à celui de ma vidéo de présentation où j'étais juste assise par terre et que c'était pas pratique. Là maintenant je suis debout, je peux vous parler correctement et donc normalement ça devrait aller mieux pour les prochaines vidéos et je devrais être plus régulière, mais enfin je ne promets rien, hein. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une petite vidéo, j'espère que ce sera une petite vidéo concernant mes lectures du mois de février. Et autant dire qu'il y en a quand même pas mal, hein. J'ai plutôt ça a été plutôt prolifique on va dire de ce côté là, hein. Parce que j'ai lu plus d'une vingtaine de livres et des livres plutôt variés parce que j'ai lu des mangas, j'ai lu des livres young adult, j'ai lu des livres qui m'ont plus poussé à réfléchir et d'autres plus poétiques d'ailleurs. Et ce qui est plutôt rare chez moi, sachant que je n'aime pas forcément la poésie, mais que j'ai apprécié. Et également d'autres livres qui m'ont vraiment fait réfléchir et que je souhaite du coup partager avec vous parce que pour moi ça mérite d'être plus connu s'ils ne le sont pas déjà. Parce que je pense que certains livres sont déjà relativement connus, enfin dans tous les cas vous verrez bien. Et sans plus tarder, eh bien lançons cette vidéo. Donc tout d'abord j'ai commencé mon mois de février avec Culotté de Pénélope Bagieux que j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré les dessins, déjà rien que les dessins je trouvais qu'ils étaient magnifiques. Je sais pas si vous verrez trop, mais je pense que je vais faire après un focus pour que vous puissiez me voir. Avec également cette volonté de colorier seulement quelques parties et de respecter un code couleur en fonction des émotions du moment. Bref, j'ai adoré découvrir des portraits de femmes qui étaient toutes tellement impressionnantes, tellement importantes à connaître et en même temps qui sont tombées plus ou moins dans l'oubli, mais qui ont toutes œuvré plus ou moins à apporter quelque chose dans notre monde. Et bref, ce livre, c'est vraiment un bel hommage qu'il leur est rendu et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Franchement, si vous le voyez, n'hésitez pas à sauter dessus parce que clairement, c'est une valeur sûre. Ensuite, le deuxième livre que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, je sais pas comment on dit. Sachez, hein, je vous préviens tout de suite, je suis nulle pour dire tous les noms de famille. Je suis désolée de les écorcher autant. Certains je m'en sortirai normalement mieux que d'autres, notamment quand c'est français, mais quand c'est anglais, j'avoue que je suis un peu paumée. Bref, du coup c'est un roman jeunesse qui a pour thème le handicap. Donc dans cette histoire on va suivre le personnage de Mélodie qui est une petite fille de 11 ans qui donc souffre d'une paralysie cérébrale qui l'empêche d'être autonome puisque du coup elle a besoin constamment d'aide, que ce soit pour manger, pour se déplacer. Elle ne peut pas parler non plus malgré le fait que toutes les idées se bousculent dans sa tête. Elle a tellement d'idées, tellement de pensées et donc on a accès à sa vie, à son parcours, à son intégration au sein de l'école, à son évolution et ses rêves notamment. Et j'ai trouvé que l'histoire en général était vraiment très touchante. Vous en ressortez pas indemne en fait. Vous partagez le quotidien de Mélodie et finalement vous identifiez beaucoup à ce personnage qui est tellement attachant par plein d'aspects. Je trouvais que c'était hyper rare de trouver un personnage aussi réfléchi qu'elle parce qu'elle a vraiment une capacité à prendre du recul sur la situation, à comprendre que par exemple si telle personne réagit comme ça c'est que dans la société on a tendance à dire que les handicapés peuvent pas faire ci, qu'ils sont capables de faire ça. Elle a vraiment cette capacité à se distancier de la réalité pour essayer de chercher une explication logique et c'est tellement rare je trouve d'en trouver un personnage aussi riche et aussi surprenant on va dire dans la littérature de jeunesse que j'ai beaucoup apprécié faire sa rencontre. En plus comme c'est un livre plutôt adapté pour un public relativement
relativement jeune, j'ai trouvé que le style était du coup très simple et du coup ça nous permettait de nous immerger plus facilement dans le récit et en même temps du coup de créer vraiment un lien entre nous et le personnage de Mélodie, de nous identifier à elle au point de ressentir parfois une sorte de frustration et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience très enrichissante, très perturbante aussi parce que je trouve que c'est très rare malheureusement que le handicap soit mis au cœur d'une œuvre pour un public relativement jeune et j'ai trouvé que c'était très intéressant et surtout que c'était tellement bien utilisé dans cette histoire dans le sens où on sent que la personne, enfin que l'auteur s'est renseigné sur le sujet, qu'elle n'a pas cherché à embellir la vérité. Le personnage de Mélodie vraiment nous est décrit tel quel. On nous explique clairement que parfois elle peut baver, que parfois son corps entier va se crisper quand elle fait des crises. On cherche pas à nous cacher certains détails et on nous livre la vérité de l'handicap et en même temps on va nous les faire passer doucement mais sûrement dans nos esprits de telle sorte que la lecture est fluide et on comprend vraiment les enjeux auxquels Mélodie est confrontée et on partage avec elle ses frustrations, ses peines. Elle est tellement intelligente et tellement... Elle arrive vraiment à nous toucher et même maintenant quand je repense à ce personnage, je ressens à quel point j'étais admirative devant elle, devant sa combativité parce qu'elle avait des coups de mou mais en même temps elle arrivait à se redresser, à se battre vraiment pour s'exprimer, pour pouvoir s'adapter au sein de son école, pour pouvoir être avec des amis, pour pouvoir mener une vie normale et je sais pas, j'ai beaucoup apprécié ce personnage, je crois que c'est l'un de mes personnages préférés de toute la littérature. Également j'ai trouvé que dans ce livre on avait droit à des personnages qui étaient très réalistes dans le sens où comme je vous l'ai dit Mélodie est vraiment décrite fidèlement on va dire à l'handicap. En gros on a également d'autres personnages notamment le professeur de Mélodie, Monsieur Dimming et donc ce professeur est plutôt réticent en fait à l'idée d'intégrer Mélodie au sein de la classe. Il a des fois des remarques plutôt déplacées, voire carrément déplacées même certaines fois et je me suis dit que finalement même là on n'essaye pas de nous cacher la vérité, on essaie vraiment de nous montrer que parfois il y a des obstacles et que ça peut prendre la forme d'un adulte qui voit pas une évolution possible chez le personnage de Mélodie et vraiment j'ai trouvé ça très intéressant également parce que de manière plutôt discrète, on fait quand même une critique de notre société qui est plutôt réticente face à l'handicap. Il y a des évolutions mais on va pas se mentir non plus sur le fait que les handicapés sont souvent rejetés, sont souvent mis de côté malheureusement. Et donc dans ce livre j'ai trouvé que vraiment il y avait un message fort et les personnages sont plutôt réalistes. À part peut-être la peste, parce que évidemment dans beaucoup d'histoires on va dire on retrouve le schéma de la peste. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus de son nom tellement elle était pas très intéressante. J'ai trouvé que en fait elle faisait un peu tâche dans le sens où c'était un peu un cliché du coup, elle était plutôt vide en fait par rapport au personnage de Mélodie. Donc c'était un peu dommage de revoir ce schéma typique au sein d'un livre qui était aussi bien. Mais comme je vous disais, le personnage de Mélodie est tellement bien que finalement la peste on l'oublie rapidement et puis elle est pas si importante que ça au final. Malheureusement il y a eu un petit bémol dans cette lecture, c'est que j'ai trouvé que le récit était un peu long à se mettre en place. En fait le début est surtout là pour me mettre en place la question de l'handicap, faire comprendre les enjeux, faire comprendre en quoi l'handicap consiste réellement. Mais en même temps je trouvais que du coup pendant peut-être la moitié du livre on essaie de comprendre un peu où l'auteur va nous mener et j'avoue que quand j'approchais du milieu et que j'étais encore dans les explications, j'étais un peu pas ennuyée parce que c'est pas vraiment ça mais je comprenais pas trop où l'auteur voulait nous mener en fait. J'avais peur que ce soit juste une énumération de ce que c'est que le handicap et au final on a le droit quand même à une véritable histoire, il y a une intrigue quelque part mais il faut attendre longtemps avant qu'elle se mette en place. Donc disons que c'est un petit peu un bémol, surtout si ça s'adresse à un public relativement jeune dans le sens où je pense pas que beaucoup aient la patience d'attendre d'avoir toutes les clés en main pour comprendre l'intrigue et je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de glisser encore des petits détails sur la vie quotidienne au fur et à mesure que l'intrigue se déroule vraiment en fait. Et je pense que ça aurait permis vraiment d'accrocher dès le début le lecteur parce que même si le personnage de Mélodie est vraiment intéressant et permet de s'accrocher à la lecture, j'ai trouvé que ouais, du coup il y a forcément des lecteurs qui risquent d'être perdus on va dire et de stopper leur lecture. On va dire c'est un risque qu'on peut encourir avec ce livre. Mais sinon c'était une très bonne lecture et je vous le conseille vivement. Ensuite j'ai lu la BD Gérald, le type qui prenait tout au premier degré de Léopold Le Marchand et Mr. Box. Et c'était vraiment très amusant. J'avoue avoir passé un très bon moment à découvrir ce personnage et l'histoire en général. Et en fait dans cette BD donc on va suivre Gérald. Donc Gérald c'est un homme qui prend tout au premier degré. Toutes les expressions il va passer à côté et par exemple pousser mémé dans les orties il va pas comprendre et il va dire mais pourquoi tu fais ça avec ta grand-mère? Donc vraiment toute la BD tourne autour de cette incompréhension du second degré et des expressions en général. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et rafraîchissant. C'était plutôt on va dire c'est plutôt le genre de BD
BD à lire entre deux gros bouquins bien complexes, histoire de décompresser un petit peu. Les dessins sont également vachement bons. J'ai trouvé que même genre, la façon dont c'est colorié, c'était vachement bien. En fait, juste, voilà, c'était juste vachement bien. On va pas s'en étendre du pot. Je pense que je vous mettrai également des petits extraits, histoire que vous fassiez une idée. Mais vraiment, si vous avez envie de décompresser un peu, de passer du bon temps, de rire un petit peu également, bah lisez cette BD, franchement c'est un bon moment en perspective, on va dire. Juste après, dans ce mois de février, donc j'ai lu Femme de dictateur de Diane Ducré. Et j'avoue, c'est une lecture plutôt mitigée. Donc c'est une lecture plutôt historique, il n'y a pas vraiment de place pour la fiction. C'est un peu romancé, mais pas de beaucoup. Et donc dans ce livre, on va parler de plusieurs femmes, comme le titre l'indique, qui ont côtoyé des dictateurs, qui ont permis leur ascension, qui ont été leurs compagnes, bref, qui ont fait un bout de chemin avec eux. Et de ce point de vue là, c'était très intéressant de s'intéresser à ces femmes qui sont un peu passées dans l'ombre de ces dictateurs qui sont relativement connus, parce qu'on a Lénine, Mussolini, Staline, Hitler, bref. Il y en a quand même un que je ne connaissais pas, Salazar. Je ne connaissais pas Salazar et du coup j'ai pu découvrir un autre dictateur. Bref, donc c'était plutôt intéressant du point de vue de la démarche, on va dire. Mais j'avoue que quand j'ai commencé la lecture, et même quand je l'ai pris en librairie, je pensais avoir affaire plutôt à un livre historique dans le même genre que Le Dernier Jour des Reines de Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillien. En fait, dans Le Dernier Jour des Reines, vraiment on a un portrait de chacune des femmes. Et là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que autant du point de vue de la démarche, on veut s'intéresser à des femmes qui ont côtoyé les dictateurs et qui sont plus ou moins tombées dans l'ombre de ces derniers, autant en fait les parties qui leur sont consacrées, elles sont toutes entre guillemets mélangées les unes avec les autres en fonction des dictateurs. J'ai trouvé dommage qu'à nouveau elles se rapportent aux dictateurs, dans le sens où elles n'avaient pas une partie bien définie chacune, et même ça m'a compliqué ma lecture. Parce que du coup, j'avais du mal à remettre les noms bien en place dans ma tête. Et tous les noms de ces femmes se mélangeaient dans mon crâne. Et j'arrivais plus trop à comprendre qui était quoi, qui avait fait quoi, pardon. Bref, du coup j'étais un peu perdue, surtout au début. Parce que au début on commence avec... On commence avec qui? Je crois qu'on commence avec Mussolini. C'est ça, Mussolini. Et Mussolini a eu pas mal de conquêtes. Donc dès le départ, on commence notre lecture avec plein de noms. Et on comprend pas trop parce que tout est mélangé. Alors même s'il y a des petits sous-chapitres, sous-parties on va dire, ben c'était pas très clair. Et du coup au début c'était un peu désarçonnant. Du coup voilà, ça complique la lecture, ça fluidifie pas du tout le rythme de lecture et j'ai trouvé ça dommage. Autre élément qui m'a un peu perdu aussi, c'est les nombreux sauts dans le temps. En fait, comme c'est une femme après l'autre, du coup certaines femmes, le dictateur les avait rencontrées avant l'autre ou pendant qu'ils côtoyaient l'une. Bref, du coup on avait droit à plein de sauts dans le temps et parfois plutôt mal indiqués on va dire. Et du coup j'étais un peu perdue, j'essaie de, pareil, de réagencer tout dans mon crâne avec les noms, les dates et tout. Mais vraiment, même si c'était intéressant de savoir des éléments pareils sur la vie de ces dictateurs, sur la vie de ces femmes surtout, bah, j'ai trouvé dommage que ce soit si mal agencé. Et j'ai pris le tome 2 quand même, en espérant que peut-être ce détail serait corrigé, et surtout parce que j'avoue être très curieuse sur l'histoire en général, mais c'était un peu dommage on va dire. C'est un gros point noir qui a un peu compliqué ma lecture et qui a fait qu'elle a duré pas mal de temps, je crois, genre j'ai mis une semaine peut-être à le lire, sachant que ouais, j'avais mes cours à côté, je pense que ça n'aidait pas non plus, mais bref, c'était vraiment un gros point noir. Et également, Diane Ducré a une certaine manière de, pas de romancer parce que j'aime pas trop ce terme romancer parce qu'on dirait que ça apporte de la fiction dans le récit, mais elle a une certaine manière de raconter l'histoire qui fait que ça fluidifie un peu plus la lecture, et heureusement je pense qu'elle a une belle plume parce que sinon la lecture aurait été vraiment très très compliquée. Je pense aussi que, alors j'ai passé quand même un bon moment on va dire, parce que bon, la lecture était compliquée, était longue, parfois j'avoue je me suis un peu fait chier, on va pas se mentir, je me suis un peu fait chier à certains moments avec des détails que je trouvais pas très utiles pour en apprendre plus sur ces femmes. Mais comme je gardais cet objectif en tête, à savoir que je voulais comprendre ces femmes, leur motivation, leur histoire, je pense que c'est ça qui m'a permis de rester accrochée à ma lecture. Mais dans le cas de lecteurs qui seraient moins intéressés par l'histoire, qui seraient juste passés par là dans la librairie et qui auraient vu Femmes de dictateurs, qui auraient été un peu intrigués, mais pas au point de rester accrochés pendant je sais pas combien de pages d'ailleurs, pendant 500 pages à peu près, 500 pages, ouais, un truc dans le genre. Au final je me dis, c'est peut-être pas une lecture pour tout le monde, pas à la portée de tous on va dire. Surtout si, par exemple, si vous n'êtes pas habitué à lire des livres historiques, je pense pas qu'il faille commencer par Diane Ducré. Pas du tout même, même si elle a une bonne plume. Alors ensuite, pour les cours, je devais lire un livre d'Amandine D
sorti très récemment à main nue. Et je me suis dit, comme c'est pas son premier livre et comme j'avais assisté à un festival autour de la reproduction qui avait lieu à Lille et qu'on avait le droit à une lecture de La Femme Brouillon, je me suis dit que j'allais commencer d'abord par La Femme Brouillon, donc d'Amandine D, que j'ai trouvé très marrante. Alors je vais pas vous cacher, sachant qu'en plus je l'avais entendu une lecture, ça m'a rendu ma propre lecture à moi beaucoup plus vivante et j'ai passé mon temps à rire. Et en même temps j'ai énormément appris avec cette lecture. Donc dans La Femme Brouillon, on a droit à l'histoire d'une femme qui se questionne autour de la maternité et parce qu'elle attend un enfant et du coup elle a une certaine distance et elle remarque toutes les attentes qu'on a d'une femme enceinte, tous les préjugés qu'on a autour de la grossesse et elle te déconstruit ça avec tellement d'humour et d'autodérision que j'ai passé mon temps à rire à chaque chapitre, j'avais au moins un fou rire. On a du coup un regard plus critique sur toutes les attentes autour de la femme enceinte, sur la manière dont elle doit normalement se comporter auprès de son enfant, comment elle doit interagir avec son corps parce que même là, Amandine D nous propose une réflexion autour de notre comportement vis-à-vis de notre corps et la conception du corps de la femme enceinte et notamment la façon dont une femme enceinte va avoir tendance à se regarder, à s'apprivoiser puisqu'au final il y a tout un cheminement pour apprivoiser ce corps nouveau finalement et la vie qui grandit dedans et au final c'était très intelligemment construit, c'était une lecture vraiment rafraîchissante et enrichissante, voilà, tout simplement. Et donc je vous la conseille vivement parce que j'ai passé un très bon moment et que je pense que cette lecture, peut-être pas pour les plus jeunes, mais elle est adaptée à tout le monde, je pense, vraiment. Bref, c'était une super bonne lecture, j'ai adoré le style d'écriture d'Amandine D, c'est percutant, c'est marrant, ça vous marque, c'est vraiment très intelligemment construit, on est accroché, la lecture je pense en 30 minutes je l'avais lu tellement c'était bien, c'était juste hyper bien, j'ai pas de mots tellement j'ai passé un bon moment en fait. Et donc ensuite j'ai lu À main nue d'Amandine D où là on a le droit à toute une réflexion autour du corps de la femme, comme dans La Femme Brouillon vous me direz, mais cette fois plus sur la sexualité, sur la manière dont on se comporte avec son sexe, la manière dont on l'apprivoise également, et vraiment on a le droit à plusieurs points de vue et c'était très intéressant, j'ai trouvé ça pareil. En fait à certains moments c'était vachement drôle parce qu'il y avait l'autodérision à nouveau et à d'autres moments c'était vraiment très bien construit de telle sorte qu'on pouvait que réfléchir en le lisant, on réfléchit en même temps que le narrateur parle, on suit son cheminement puis on se dit ah bah oui merde moi aussi je pense ça mais du coup ça veut dire que c'est pas vrai et puis on découvre de nouvelles façons de penser les choses et au final j'ai trouvé que déjà de une je vais me lire tous les autres livres d'Amandine D parce que je suis très curieuse, mais de deux que c'est vraiment une lecture fondamentale notamment pour les jeunes femmes je pense et même les jeunes en général, les jeunes adultes, tous ceux et les adolescents qui se construisent et finalement ce genre de lecture je pense c'est essentiel pour avoir une bonne perception de notre corps, pour comprendre les enjeux de la société, pour comprendre un peu les dictates qui nous sont imposés de manière plus ou moins visible on va dire, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la part d'Amandine D de parler de la sexualité comme ça avec ce mélange d'humour et de sérieux qui du coup rend la lecture vraiment plus accessible. Et donc si vous le voyez en librairie pareil, n'hésitez pas à y foncer, franchement c'est un bon moment garanti. Bon, c'est un peu plus gros donc j'ai pas mis 30 minutes cette fois-ci à le lire, j'ai dû mettre peut-être 1 heure et demie à le lire, mais vraiment, c'est incroyablement intéressant. Franchement, foncez. J'ai également lu ce mois-ci le deuxième et dernier tome de Ashes Falling for the Sky, mais je pense faire une vidéo entière dédiée à cette saga parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet. Et comment dire que en fait pour résumer vite fait, après avoir terminé cette saga j'ai eu envie d'une romance plus positive on va dire, parce que je vais pas vous mentir, j'étais un poil déçue par la fin du tome 2 et du coup j'avais énormément besoin d'une romance plus positive, donc j'ai pris Crossing the Line de Simone Elkeles, je ne sais pas dire les noms toujours. Dans cette histoire on suit deux adolescents totalement différents, on suit du coup, comment elle s'appelle, Dalila Sandoval qui est issue d'une famille plutôt aisée, son père étant
étant avocat. Et au Mexique, ouais, un avocat du Mexique, et donc ils sont plutôt aisés, on va pas se cacher. Hein. Et de l'autre côté, on suit Ryan S, qui a 18 ans, comme Dalila d'ailleurs, mais qui lui vient d'un quartier, enfin qui vient d'un milieu moins aisé, on va dire. Et donc le rêve de Ryan, c'est donc de devenir boxeur. Et son beau-père lui mène plus ou moins la vie dure. Sa mère a des problèmes, je sais plus si c'est d'alcool ou de drogue, bref, elle est clairement pas là pour le défendre face au beau-père. Et donc ça se passe pas bien. Ryan il se barre parce que ça se passe clairement pas bien chez lui pour réaliser ce rêve au Mexique où il a davantage de chances de trouver un bon coach capable de le mener loin dans la carrière de boxeur. Mais par une histoire plutôt rocambolesque du côté de Dalila, avec une histoire de gang. Les deux vont être amenés à se rencontrer et une relation du coup se noue entre eux forcément puisque c'est une romance. Hein. Et je vais pas mentir non plus, comme je vous le disais, j'avais besoin d'une romance positive et je pensais la trouver dans ce livre mais j'ai pas trouvé de romance positive en fait. Du coup ça faisait deux romances bien négatives l'une après l'autre. Du coup j'étais clairement frustrée. Les personnages ils sont plutôt banals. J'ai bien aimé le fait que ça se passe au Mexique. La dimension de la boxe, c'est quand même du déjà vu hein, dans la romance young adult. Après quand j'ai regardé le résumé je me doutais déjà que ça allait pas être hyper original, mais je pensais au moins que ça allait être positif. Et clairement pas. Donc dans tous les cas ça l'a pas trop fait en fait. Je vais pas mentir et tourner autour du pot. L'écriture était bien. L'histoire aurait pu être plus originale, mais en même temps quand tu l'achètes tu te doutes déjà que ça ne le sera pas, donc tu veux juste prendre du bon temps en fait. Moi je l'ai pris, je voulais juste avoir du bon temps et au final c'est ce que j'ai eu pendant la grande partie du livre. C'est juste à nouveau la fin qui était décevante genre et en même temps très prévisible. Mais c'est juste que moi j'étais dans le déni, je voulais une romance positive, du coup j'ai pas vu tous les indices, enfin si je les ai vus mais je ne faisais pas attention à tous ces indices négatifs qui t'annonçaient plus ou moins la fin. Hein. Je vais pas spoiler, je me retiens de spoiler parce que si franchement j'aurais grave envie de vous le dire mais on sait jamais que ça pourrait intéresser certaines personnes et puis clairement ça l'apporte tous hein, ce genre de livre, clairement il est accessible. Ah oui j'avais pas aimé en fait et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une dimension cliché avec les gangs. En même temps je me dis au Mexique on entend souvent parler mais il y a d'autres choses et vraiment le Mexique c'est pas que des gangs et vraiment tout le long de l'histoire tu vois que les gangs du Mexique et j'ai trouvé que c'est dommage de réduire la culture mexicaine à ça dans ce livre. Et bon après voilà c'est on va dire souvent le mauvais point de la romance c'est de se limiter parfois dans les éléments extérieurs à la romance on va dire hein, genre les décors et tout ça c'est souvent limité et on a souvent le droit à des clichés. C'est le cas de Crossing the Line mais bon comme je vous le disais je m'y attends, j'avais pas de grands espoirs là-dessus donc j'ai été pas totalement déçue. C'est juste la fin, voilà. Donc après j'ai lu Fragile de Sarah Moran et j'avais déjà lu son premier livre qui était Timide et je l'avais lu sur Wattpad. Je me rappelle, c'était l'une des premières histoires que j'ai lues sur Wattpad, j'avais bien aimé. Donc dans ce livre on suit plusieurs personnages et cette fois-ci en fait on va entre guillemets prendre le cliché de l'école américaine où il y a la peste et les gentils. Sauf que là vraiment on va se concentrer sur la peste en fait, genre sur les plus populaires du bahut, autrement dit Brittany, Gabrielle principalement, c'est Brittany et Gabrielle. Donc Brittany c'est clairement ce cliché de la fille un peu, je crois qu'elle est blonde en plus donc vraiment c'est le cliché de la peste. Plutôt influent, plutôt populaire, qui tout réussit en apparence, mais qui malheureusement a des secrets et est vraiment tiraillée par l'impression qu'elle veut donner aux autres en fait. Il y a une sorte de pression qu'elle se met elle-même par rapport au regard des autres. Elle veut toujours être au top d'elle-même et au final elle est fragile comme le dit le titre. Et en même temps, parallèlement on a les points de vue de Gabriel qui est donc un gars qui pareil en apparence est plutôt fort. Il est désintéressé par les filles, enfin un peu le cliché du bad boy, mais qui pareil, des fragilités en lui qu'il cache clairement. Et en fait toute l'histoire va tourner autour de la relation qui va se nouer entre les deux, qui n'arrête pas de se chamailler, d'autant plus que l'année précédente Brittany a foutu un râteau à Gabriel. Et du coup,
Au début, Gabriel part pour se venger de ce que Brittany lui a fait, mais en fait, petit à petit, ils vont se rapprocher et il y a vraiment une relation de confiance et plus, hein, évidemment, qui va se naître entre les deux. Et j'ai trouvé en fait l'histoire vachement originale de ce point de vue-là. C'est que cette fois, c'est plus, enfin, entre guillemets, les méchants du bahut ne sont plus aussi vils que ce qu'ils peuvent être dans les romances en général. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore vu dans mes lectures en général, et du coup c'était une bouffée un peu d'air frais. En même temps, les sujets étaient relativement lourds à ce que je me souviens, mais j'ai passé un bon moment en fait à découvrir d'autres visages possibles. Et en fait, au début, j'ai trouvé que le personnage, par exemple le personnage de Brittany me semblait très froid au début, j'avais du mal à m'attacher à elle, mais petit à petit, plus on voit à quel point elle est fragile, plus on voit à quel point elle aussi, elle porte en elle cette pression du regard des autres, et elle veut à chaque fois donner le meilleur d'elle-même, ce qui au final on a tous ça en nous. Et j'ai bien aimé retrouver ce côté là aussi chez elle, de voir que finalement en fait la nature méchante qu'on donne toujours aux populaires du bahut, on peut trouver également une facette plus humaine chez ces personnes-là. Et bref, j'ai passé un bon moment. J'ai également beaucoup aimé la relation entre Gabriel et Brittany, parce que tous les deux ils ont beaucoup de réparties et à chaque fois ils se lancent des piques, et j'ai trouvé certaines répliques vachement marrantes en fait. Genre c'est du tac au tac, c'est clairement c'est ça, c'est du tac au tac. Les deux ils se balancent des vacheries à la gueule, et clairement c'est drôle, tu passes ton temps à rire et à imaginer la scène. Donc clairement j'imaginais la scène entre les deux, et du coup pareil, ça contribue à leur donner une facette plus humaine. Le personnage de Gabriel, alors étrangement je dirais, m'a paru moins attachant que Brittany en fait. Après c'est subjectif, je pense, c'est clairement subjectif, parce que lui aussi a un passé bien construit, je trouve. J'ai trouvé que là où Brittany elle avait un problème qu'on peut retrouver pratiquement chez tout le monde, Gabriel avait un problème plus personnel qui fait qu'on peut moins s'identifier à son, entre guillemets, sa fragilité en fait. On peut moins facilement la trouver chez nous. Et du coup je pense que c'est ça aussi qui a créé une sorte de barrière entre ce personnage et moi-même. Peut-être, je sais pas, enfin je pense que ça doit être lié à ça, mais après je suis même pas sûre. Alors on a également dans ce livre d'autres points de vue que celui de Brittany et de Gabriel, mais ces derniers surviennent vers la moitié du livre, et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, comparé à Brittany et Gabriel, j'ai trouvé que ça donnait moins l'opportunité de creuser vraiment ces personnages-là. Et donc on a notamment le point de vue de Vanessa, qui est la meilleure amie de Brittany, pareil, une fille relativement populaire, et alors qu'elle aurait pu être vachement plus intéressante si elle avait été développée davantage, et beaucoup plus attachante aussi, on nous livre rapidement quelques passages de sa vie, de ses pensées, des fragilités qu'elle porte en elle, mais comme c'est très tardif ces points de vue, j'ai trouvé que c'était encore plus compliqué de s'attacher à elle et de comprendre vraiment l'enjeu de son secret, alors que je trouve que ça aurait été tellement plus intéressant de développer ce personnage en même temps que Brittany, que Gabriel, parce que les fragilités qu'elle porte sont autant, entre guillemets, j'allais dire d'actualité chez les adolescents, mais non, mais sont autant récurrents, entre guillemets, chez les adolescents. Dans tous les cas, ce livre, il permet vraiment d'aborder plein de thématiques propres à l'adolescence à travers donc ces gens populaires qui paraissent souvent inaccessibles dans la plupart des livres, young adult je parle. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Clairement, si vous êtes un adolescent ou un jeune adulte qui est encore en train de se construire, clairement c'est le genre de livre que vous pouvez lire. En plus ça se lit plutôt rapidement malgré que ça paraisse assez épais. Le style d'écriture de Sarah Moran, il est très facile, très accessible j'ai trouvé. Comme dans Timide c'est pareil, on a le droit à un style d'écriture très simple qui permet vraiment de se plonger presque instantanément dans l'histoire, donc clairement c'est un des points forts également du livre. Je vais pas mentir non plus sur le fait que durant ma lecture il y a eu quelques points plutôt compliqués, mais là encore je risque de trop spoil. Je vais juste balancer un nom comme ça pour ceux qui l'ont lu ou qui le liront, vous comprendrez. Et pour ceux qui n'ont pas lu, vous resterez un peu dans le flou et je spoilerai pas trop. Donc on a le droit à un moment donné à plusieurs moments. Au point de vue de Evangeline, comment dire que... bof quoi, j'ai pas trop accroché à ce personnage. Je l'ai trouvé très vide en fait. Comparé à celui de Brittany, de Gabriel, il y a encore de Vanessa pour vous dire. J'ai trouvé que du coup ce personnage était très creux en fait. Pour moi ce personnage, en fait limite j'aurais pu me passer de ses points de vue parce que à mon sens ils apportaient rien dans l'histoire. Juste peut-être jouer sur la corde sensible du lecteur, et encore même pas j'ai versé de petites larmes ou quoi. C'était vraiment je trouve superficiel de rajouter ce point de vue, alors que par exemple le personnage de Vanessa
aurait nécessité davantage de chapitres pour lui. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, des points de vue un peu fades. Ouais, puis d'ailleurs, enfin, en fait, Evangeline, je ne spoil pas, je fais attention à ce que je dis. Evangeline, c'est un personnage très important dont on va énormément parler pendant tout le livre. Et donc son point de vue débarque pareil vers le milieu du livre. Mais au final, comme ses points de vue sont très brefs, très creux, et on a un peu l'impression de c'est quoi tout ça pour ça quoi au final. Genre j'avais un peu l'impression d'être arnaquée sur la marchandise parce que ce personnage pendant toute l'histoire t'as l'impression il va être vachement intéressant, tu te doutes pas forcément que tu auras un point de vue sur lui mais t'as l'impression que c'est un personnage très fort et tout, enfin très fort dans le sens riche, dans le sens intéressant et tout ça. Et au final quand on a ces points de vue qui sont hyper brefs, bah je trouve que c'était un peu fade, j'étais un peu déçue. Du coup genre toute l'histoire autour de ce personnage, toute l'émotion que ce personnage peut ressusciter, bah moi j'ai rien ressenti. J'ai juste lu ses points de vue avec une certaine forme de recul et j'ai pas forcément été touchée par elle en fait. J'ai juste lu platoniquement ces passages et je suis vite passée aux autres parce que les autres me semblaient plus intéressants que ses points de vue à elle. Et je pense que c'était clairement le bon moment pour moi de lire ce livre parce qu'après donc les deux déceptions entre guillemets, genre déception entre grosses guillemets, les deux romances négatives que j'ai eues, celle-là était plus positive malgré les thèmes lourds qui peuvent être parfois abordés. Du coup j'ai beaucoup aimé Fragile, j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande également. Donc après j'ai lu un autre livre qui se trouve... Ah là, King Kong Theory de Virginie Despentes, que j'ai beaucoup apprécié. Alors en plus comme j'ai lu ça juste avant ou après À main nue et donc La femme brouillon, c'était vraiment dans la même continuité un peu féministe, un peu pour repenser la société et la place de la femme. Du coup j'étais vraiment sur une lancée et ça a été une très bonne lecture, une très bonne découverte parce que en cours on avait parlé de Virginie Despentes et j'étais curieuse de lire un peu ces livres parce que du coup j'aime beaucoup les textes un peu féministes en fait, alors réfléchir sur la place de la femme, sur des dimensions, sur des éléments de notre société qui peuvent nous sembler un peu naturels mais en fait quand on réfléchit qui sont construits et qui nous imposent des normes, qui nous dictent des conduites à adopter. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que dedans Virginie Despentes repense plein de thèmes liés à la féminité. Donc ça peut être la prostitution, à un moment donné elle parle de la prostitution, elle va parler également de la sexualité, et puis ouais, plein de thématiques comme ça qui sont importantes. Et j'ai particulièrement aimé le thème sur la prostitution parce qu'en fait j'avoue que j'avais pareil des idées préconçues à ce sujet et j'ai été agréablement surprise de voir ces pré-notions déconstruites au fur et à mesure. Elle me prend le temps d'expliquer clairement ça c'est la vision qu'on vous a donnée, qu'on vous a inculquée, mais en réalité par là c'est une forme de violence et du coup ça m'a mené à repenser cette figure de la prostituée et en même temps à me dire mais oui putain genre c'est des idées que quand on y repense au final c'est vrai que ça peut être une forme de violence. C'était une très bonne lecture. Si vous avez envie de réfléchir, de lire quelque chose autour de la féminité, de la place de la femme et tout ça, clairement foncez parce que c'est le livre qu'il vous faut. En plus, Virginie Despentes, elle a un style d'écriture très particulier, mais en même temps, j'ai trouvé très accessible parce qu'elle va être plutôt vulgaire quelquefois. Elle va utiliser un langage vulgaire, un peu grossier, mais du coup, on comprend mieux. Par exemple, si elle veut parler de la violence, elle va utiliser un langage plus grossier que dans le reste de son livre. Et j'ai trouvé que du coup, ça impactait beaucoup plus le lecteur, qu'on comprenait vraiment, par exemple, une dimension violente. Ça fait vraiment réfléchir et puis oui, j'ai aimé le franc-parler de cette femme dans ce livre. J'ai aimé découvrir cette personnalité forte, cette personnalité qui essaye de s'affranchir des normes. Bref, c'était une super découverte et j'ai déjà un autre de ces livres dans ma pile à lire, mon immense pile à lire. Et je pense que je vais pas tarder à le dévorer parce que clairement je suis tombée amoureuse de son style d'écriture, des thèmes qu'elle aborde et donc j'ai très hâte de la découvrir. De la découvrir plus je parle, parce que du coup c'est déjà... bref, vous m'avez comprise. Ensuite dans ce mois de février, j'ai lu C'est le cœur qui lâche l'an dernier de Margaret Atwood, que j'apprécie tout particulièrement parce que j'adore la manière dont elle critique la société, dont elle s'attaque à certains points à travers des sociétés imaginaires, dans des dystopies qui sont vraiment très riches, qui sont vraiment très intéressantes. Et donc je ne pouvais pas ne pas lire C'est le cœur qui lâche l'an dernier parce que j'en avais entendu pas mal
pas mal de bien. Et je l'avais commencé, enfin j'avais emprunté le livre à la bibliothèque, mais j'avais dû le rendre avant de l'avoir fini, donc il fallait que je l'achète et que je le lise de mon côté. Et je n'ai pas été déçue. Parce que finalement j'ai retrouvé cette même plume qui me plaît énormément chez Margaret Atwood. Vraiment avec un monde construit avec brio, je trouve. En fait ces mondes qu'elle invente sont construits mais des petits détails, elle pense pratiquement, elle pense à vraiment des petits détails qui vont faire la différence par rapport à d'autres dystopies qu'on peut trouver actuellement. Par exemple dans le Young Adult en ce moment on voit beaucoup de dystopies, mais genre je trouve qu'elles sont moins creusées que les dystopies proposées par Margaret Atwood et les mondes qu'elle propose également. Et donc dans cette histoire on va suivre Stan et Charmaine qui vivent donc dans une Amérique vraiment ruinée économiquement parlant, puisqu'il y a du chômage et que il y a du chômage en masse. Les gens n'ont plus de maison, enfin ils vivent souvent à la rue, les trafics en tout genre pullulent. Et donc on va suivre Stan et Charmaine qui au début de l'histoire vivent dans une voiture jusqu'au jour où ils vont entendre parler d'un projet, le projet Consilience Positron. Et en fait ce projet consiste à faire en sorte que pendant un mois, les habitants de la ville de Consilience ont un toit, ont un scooter, un travail, bref ils ont tout pour être heureux. Et le mois qui suit, en gros il y a un échange. Si vous voulez, genre il y a les alternants, donc l'autre couple qui prend la relève dans la ville, tandis que ceux qui étaient en ville vont aller en prison. Sauf que évidemment c'est plus la même prison que telle que nous la connaissons nous, c'est-à-dire qu'ils vont principalement œuvrer pour, par exemple, Stan quand il est en prison, il va bosser comme ingénieur je crois pour une espèce de poulailler un peu moderne et qui permet donc de nourrir la population de Consilience. Et donc c'est ainsi de suite en fait. Donc il y a une alternance. Et ce projet a tout pour plaire on va dire, parce qu'il promet un logement, de la nourriture, bref tout ce que le monde actuel, enfin le monde de ce livre ne proposait plus alors. Mais évidemment il va y avoir une couille dans le pâté. C'est bon, ce serait pas drôle. En fait Stan va un jour tomber sur un petit message laissé par l'alternante de Charmaine et elle lui laisse un petit mot d'amour à son chéri à elle, hein, pas à Stan. Mais Stan à partir de là il va commencer à imaginer, à fantasmer comment cette autre femme peut-être. Bref j'en dirai pas plus parce que pour moi il faut lire Margaret Atwood parce que je trouve que c'est vachement intéressant et que ça permet de repenser notre société actuelle sur de nombreux points. Le seul petit bémol c'est que Margaret Atwood à nouveau c'est un style d'écriture un peu compliqué, alors du coup c'est pas à mettre entre toutes les mains. J'avoue que même moi des fois j'ai quelques difficultés à comprendre, enfin pas à comprendre certaines phrases, mais des fois je trouve que certains paragraphes sont vraiment très copieux, voire indigestes, et on te donne plein d'informations et parfois certaines informations en fait c'est juste du détail qui va pas forcément être utile dans l'histoire mais qui nourrit juste vraiment le monde dans lequel les personnages évoluent. Après dans ce livre là, ce que j'avais trouvé c'est qu'il se divisait vraiment en 3 parties. La première partie en fait on découvre donc cette ville, l'organisation et tout ça, et puis c'était plutôt intéressant j'ai trouvé, sachant que j'étais curieuse un peu de voir comment ça pouvait fonctionner, une sorte d'organisation comme ça. Et la deuxième partie c'était un peu plus long que j'ai trouvé, où en fait on va suivre Stan pendant tous ses fantasmes, ce que j'ai trouvé un peu long et chiant en fait, je vais pas mentir, mais j'étais là en mode ma carrière de fantasmer, c'est bon, tu nous saoules. Après il y a la troisième partie où c'était du coup vraiment il y a des péripéties et tout ça. Bref, c'était beaucoup mieux, je trouvais, c'était plus... En fait, c'était moins lent. Et après, la troisième partie, comme je vous disais, beaucoup de péripéties, du coup le rythme est beaucoup plus rapide, c'est plus agréable. Et on est tout le temps surpris parce que personnellement, je ne savais pas du tout où est-ce qu'elle voulait m'emmener. J'ai eu un gros souci avec les personnages. Genre, un gros souci. Alors Charmaine, je l'ai détestée du début à la fin. Je la supportais pas, je sais pas. Au début encore ça allait, quand il vivait en dehors de Consilience Positron ça allait. Mais au fur et à mesure j'ai trouvé que, je sais pas, genre j'avais un souci avec elle. Je la trouvais inintéressante, stupide. Stan était un personnage plutôt attachant quand même, mais j'avoue j'ai eu pas mal de difficultés avec le fait que franchement c'était un pervers de ouf. Clairement, à chaque page j'avais l'impression qu'il fantasmait sur quelque chose de différent. Tout lui ramenait à des fantasmes et tout le ramenait au cul. J'étais là en mode mec, calme tes ardeurs, prends quelque chose, je sais pas, consulte un psy, à ce moment là ça va pas. J'ai trouvé que vraiment on insistait trop sur ces fantasmes alors que, je sais pas. Du coup ça me faisait un peu penser à un cliché du gars toujours obsédé sexuel que j'ai pas trop apprécié parce que je trouvais que par rapport à Charmaine il était clairement plus intéressant.
Enfin bref. Donc voilà, c'est le seul petit bémol avec le fait que la deuxième partie soit un peu lente à se mettre en place. Mais bon, sinon globalement c'était une très bonne lecture et je vous encourage vivement à le lire parce que du coup ça pose vraiment la question de jusqu'où on peut être prêt à mettre en jeu notre liberté histoire d'avoir ce sentiment d'égalité dans une société, ce sentiment de tous pouvoir posséder un toit, un travail, bref, d'avoir une égalité à ce niveau-là. Jusqu'où on peut être prêt à mettre en jeu notre liberté, à la sacrifier même. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au sacrifice de notre liberté? Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et très véridique dans le sens où on peut encore se poser cette question au jour d'aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà, donc je vous le recommande vivement et si vous le voyez en librairie, n'hésitez pas à sauter le pas entre guillemets. Surtout si vous aimez bien Margaret Atwood, hein, de manière générale, ou les dystopies. Donc juste après, dans ce mois de février qui était très chargé, j'ai lu Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. Alors, comment vous dire que j'avais vu le film et le film m'avait fait pleurer. Donc quand j'ai vu le livre, je n'ai pas hésité, je l'ai pris directement en librairie. Et c'était un gros coup de cœur également. Je trouvais quand même que certains moments du film étaient plus impactants que dans le livre. Hein, mais clairement, si on n'a pas vu le film, je pense que le livre en lui-même peut être vachement impactant. C'est juste que les images, ça concrétise clairement plus la chose que les mots à mon sens. Dans tous les cas, dans cette histoire, on va suivre, comment il s'appelle, Bruno. On va suivre Bruno qui, un beau jour, alors qu'il rentre dans sa maison à Berlin, où il vit avec sa famille, va voir que sa mère est en train de faire les cartons avec la bonne et il va se demander pourquoi. Et sa mère va lui apprendre qu'ils vont déménager pour le travail de son père, qui est donc un homme plutôt haut placé au niveau de la hiérarchie dans l'Allemagne nazie. Et donc on suit ce petit garçon qui est totalement innocent et comprend pas du tout ce qui se passe, tous les enjeux de la société à ce moment-là, toutes les persécutions dont les juifs sont victimes, il ne les comprend pas, il est complètement extérieur à ça et en fait il est très insouciant. Et donc il débarque dans une nouvelle maison qui se trouve près d'un camp. Mais il ignore que c'est un camp. Pour lui en fait, au début il pense que c'est une ferme. Et un jour il va s'aventurer près du camp et va voir un petit garçon de son âge. Et tous les deux ils vont commencer à avoir un lien va se créer entre les deux. Et donc ce livre c'est l'histoire de ce lien, c'est l'histoire de cette incompréhension du monde à travers les yeux d'un petit garçon qui comprend pas pourquoi tout le monde est violent, qui comprend pas la violence, qui est complètement extérieur à tout ça et qui est profondément humain de par cette naïveté qu'il a et ce regard naïf qu'il porte sur le monde. Et j'ai trouvé que dans tout le livre, il déteste le fait que sa sœur lui rappelle qu'il soit plus jeune. Et j'ai trouvé que justement cette jeunesse, c'était son arme, en fait, c'était sa force, puisque au final, c'est cette innocence de l'âge, de la jeunesse, qui l'empêche de comprendre et de participer aussi à cette forme de violence. Clairement, je pense que c'est un livre qui mérite une vidéo à lui seul tellement il est riche. Et puis, j'ai trouvé également très intéressant un parti pris par l'auteur concernant, donc pour insister sur l'innocence de Bruno, à de nombreuses reprises, l'auteur va faire le choix de déformer les mots. Et le Führer devient le Führer, Auschwitz devient Auschwitz, et le mot juif n'est pratiquement jamais prononcé. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette volonté de déformer les mots, comme si on voulait pas accorder de l'importance à ces éléments, comme si on voulait pas les refouler, parce qu'au final on en parle, mais vraiment genre les dénigrer, pas leur accorder de l'importance qu'ils ont eu, vraiment les ramener au second plan. Et se concentrer principalement sur l'histoire de Bruno et de ce petit garçon Shmuel qu'il rencontre et avec qui il se lie d'amitié. Et vraiment, c'est une histoire, mais vous n'en sortez pas indemne, clairement. Je vous le conseille vivement parce que déjà, vraiment c'est très accessible. Ça se lit rapidement, en 1 heure je l'avais fini. Et ça vous marque. Clairement, ça vous marque. Et si vous voulez en plus voir le film, clairement cette histoire restera dans vos esprits, hein, parce que le livre comme le film, j'ai trouvé que les deux avaient quelque chose en fait. Il y a des différences entre les deux, hein. Clairement j'ai pu le remarquer en lisant le livre, mais en même temps j'ai trouvé que chacun apportait quelque chose et qu'il faut voir les deux vraiment pour être profondément marqué par l'œuvre. Dans tous les cas, si vous le voyez en librairie, pareil, n'hésitez pas à y foncer. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est donc La Voix de l'Archer de Paulo Coelho, avec qui j'étais malheureusement fâchée depuis que j'avais lu...
Enfin, j'avais commencé le Zaïre que je n'avais absolument pas aimé parce que je n'avais rien compris. Et malheureusement, c'est le problème avec Paulo Coelho, c'est que souvent j'ai l'impression qu'il va dans le poétique et je déteste la poésie. Vraiment, je déteste la poésie. Mais là, j'ai trouvé que la poésie n'était pas au premier plan en fait. En gros, les paroles sont poétiques. J'ai trouvé que ça avait une belle sonorité. Enfin bref, il y avait quelque chose de poétique, c'est indéniable. Mais je comprenais, c'était plus ou moins clair, du coup j'arrivais à tenir et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai adoré le ton, cette espèce de sagesse que l'auteur nous transmet à travers le récit du coup Tetsuya, c'est ça, qui va transmettre à un autre homme son savoir concernant la manière de tirer à l'arc, de manier son arc, de le tenir, d'avoir une posture. Et en insistant bien sur le fait que tout cet enseignement s'applique aussi à d'autres choses, d'autres éléments de la vie et pas seulement au tir à l'arc. Donc j'ai passé un agréable moment et je dois avouer qu'une fois que j'avais terminé ma lecture, je me suis sentie incroyablement détendue. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas compris, mais vraiment j'ai refermé le livre. Je me sentais vraiment bien en fait. J'en suis ressortie enrichie intellectuellement, je pense. C'est ça qui m'a vraiment détendue. J'ai l'impression de pas avoir perdu du temps avec un peu de poésie qui... Enfin bref, je suis pas sensible à la poésie si vous avez pas compris. Donc du coup, pour moi c'était pas une perte de temps et j'avais vraiment cette impression d'utilité, d'enseignement et... Bref, j'ai passé un très bon moment. C'est très court à lire, les dessins sont hyper beaux. Donc de la même façon que pour les autres livres, si vous le voyez en librairie, bah foncez clairement. Même si vous n'êtes pas sensible à la poésie comme moi, ce livre il peut vous parler, il peut vous intéresser, donc foncez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'essaierai dorénavant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'être un chouïa plus régulière quand même, de ne pas laisser 6 mois entre chacune de mes vidéos. Et j'espère que je vous retrouverai également pour mes prochaines vidéos. Et sur ce, salut.